2025 est une année cruciale pour la presse béninoise. À quelques encablures des élections générales de 2026, les médias auront un rôle prépondérant dans la stabilité du pays. Pour mettre les acteurs de la plume et du papier face à leurs responsabilités en cette période préélectorale, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM anticipe. Le Bénin, notre pays, fera face pour la première fois de son histoire, depuis l'ère démocratique, à 3 élections au cours de la même année. Les communales, les législatives et la présidentielle. Et nous en convenons tous qu'il n'y a pas d'élection sans médias. L'ODEM a pensé qu'il était important de nous préparer à ces moments uniques où la presse, en toute responsabilité, devra assurer et assumer son rôle d'éveilleur de conscience, où la presse devra dire non aux manipulations et ne jamais servir de relais aux propos haineux, injurieux, diffamatoires et attentatoires à la vie privée des personnages publics. Dans cette préparation, l'ODEM ouvre ses portes et sa bibliothèque aux médias, aux journalistes, pour véritablement s'abreuver aux sources intarissables des connaissances éthiques et déontologiques, retranscrites dans les livres, et ce tous les jours du lundi au vendredi, pour que les journalistes viennent s'informer et se former. L'Observatoire organisera ensuite des ateliers de formation. Et donc, les personnes qui participent régulièrement aux points de presse et aux conférences de presse de l'Observatoire seront les personnes les mieux indiquées à être sélectionnées pour ces formations. Et l'Observatoire organisera donc ces formations sur des cas pratiques de couverture des élections et partagera donc les clés de succès de ces couvertures. Le nouveau code, pratiquement finalisé, fera l'objet d'une large vulgarisation porté par l'Assemblée spéciale des unions professionnelles, des unions des professionnels des médias, qui présentera bientôt la mouture finale à tous à travers une conférence de presse. Les élections générales de 2026 sont, aux yeux de l'Observatoire, un test pour que le journalisme de qualité au Bénin, et nous devons le réussir ce test brillamment, pour que donc le journaliste de qualité soit révélé. Nous espérons que nous serons et nous resterons, en tant que journalistes, les porte-voix de ces populations sans voix, dont les chances de se faire entendre reposent sur nos consciences professionnelles. Serions-nous capables d'être les porte-étendards des minorités, la plume des opprimés réduit au silence du cachot, l'espoir des millions de Béninois pour la concrétisation de notre devise nationale, fraternité, justice, travail. L'autre objet de ce rendez-vous, c'est le lancement du prix Jérôme Carlos de l'excellence dans les médias. Un prix en l'honneur du célèbre journaliste et écrivain décédé le 15 janvier 2024. Ce prix va récompenser les meilleures productions de la presse écrite, de la radio, de la télévision et de la presse en ligne. L'Observatoire de la déontologie lance donc la première édition des prix Jérôme Carlos pour célébrer l'excellence dans les médias. Pour cette première édition, il sera pris en compte les productions médiatiques allant de janvier à août 2025. Cette année, c'est la première fois que l'ODEM rencontre ses mandants. L'occasion était donc propice pour se formuler les bons vœux d'une année professionnelle réussie. Laborieuse, fructueuse et sainte année 2025 à tous les professionnels des médias béninois d'ici et d'ailleurs. Approbation de la politique nationale de financement du développement, PNFD 2025-2033. Cette politique est issue d'une démarche participative et postule qu'à l'horizon 2033, le Bénin assure la mobilisation et l'utilisation optimale des ressources intérieures et extérieures pour le financement du développement durable. Pour ce faire, 3 orientations stratégiques sont identifiées, à savoir l'amélioration du système de financement intérieur, le renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles du système national de financement extérieur du développement et l'amélioration de l'attractivité du pays. Par la suite, 3 programmes seront clairement mis en évidence pour y contribuer.
Il se rapporte au renforcement du système de mobilisation des recettes publiques, à la diversification des sources de financement pour la croissance inclusive et durable, puis au renforcement de la gouvernance du financement du développement. Les ministres chargés du développement et des finances sont instruits d'en assurer la mise en œuvre cohérente, les ressources étant à mobiliser aussi bien par le budget national et les collectivités territoriales que négociées auprès des partenaires techniques et financiers ainsi que du secteur privé. En point 2, travaux de réhabilitation et d'aménagement des voiries et pistes dans les communes de Savalou et Banté. Les 10 travaux concernent la réhabilitation et l'aménagement de 18 km 022 de voiries dans la ville de Savalou, dont 2 km 974 de route en terre. L'aménagement de 6 km 881 de voiries et assainissement à Banté, ainsi que la réhabilitation de 53 km 46 de route en terre et pistes rurales dans les localités de Gouka et Pira de la même commune. Pour leur conduite dans les règles de l'art, à l'instar des travaux réalisés au niveau des villes ayant bénéficié du programme asphaltage, le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec des cabinets et entreprises expérimentés. En point 3, réalisation des études complètes d'aménagement de 1500 km de pistes rurales et 1071 km 487 de routes en terre classées. Ces études interviennent dans le cadre de la mise en œuvre du programme de réfection des pistes rurales et de routes en terre classées, campagne 2024-2025. Les départements concernés sont la Libori, le Borgou, la Takora, la Donga, le Zou, les collines, l'Atlantique, le Koufo, le Mono, le Mé et le Plateau. Elles permettront une meilleure prise en compte des besoins spécifiques des populations concernant l'aménagement de pistes rurales afin de les rendre carrossables en toute saison. Ainsi, les dites études, en plus de celles réalisées au titre de la campagne 2023-2024, serviront de base au programme d'aménagement des pistes rurales et routes en terre classées projeté à partir de la campagne 2025-2026 en application de la nouvelle stratégie nationale de l'entretien routier. S'il ne tenait qu'au Bénin, au président Patrice Talon, évidemment que nous serions dans une stratégie concertée avec les pays voisins. C'est encore le président Patrice Talon qui a eu l'idée de ce qui a été appelé l'initiative d'Accra, par laquelle il demandait justement à tous les pays de la communauté de mutualiser leurs moyens, leurs stratégies, afin de conduire une riposte concertée face à ce phénomène. La disponibilité des autres n'étant pas apparue de façon manifeste, notre pays a pris sur lui d'engager les investissements nécessaires, les recrutements massifs aussi, la mise à disposition d'équipements adéquats pour faire face à ce phénomène. Les résultats sont tels que, s'il est vrai que nous connaissons de temps à autre des attaques, celles qui sont enrayées en amont représentent N fois le nombre de celles qui ont des effets, du genre de ce qui est intervenu le 8 janvier et que vous avez évoqué. Et il ne vous aura pas échappé justement que cette attaque est intervenue à l'endroit qu'il est convenu d'appeler le point triple, la zone frontière entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Et dans cette zone-là, si vous faites le point, il n'y a que le Bénin qui soit présent pour assurer une lutte contre ce phénomène. Des deux autres côtés de la frontière, il n'y a pas de présence étatique avérée, il n'y a pas de présence militaire. Quand le président de la République disait dans son message sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale le 20 décembre dernier que nous subissons ces assauts parce que dans certains pays voisins, ces criminels sont en roue libre, certains de nos compatriotes n'avaient pas compris. J'ai même entendu, j'ai même lu certains postuler que le président accusait les autres pays. Ce n'est pas le cas. C'est un constat que nous faisons. S'il y avait de la présence militaire des deux autres côtés de la frontière,
avant que de venir essayer de s'en prendre à nos enfants, à nos hommes, ces délinquants, ces criminels, parce que c'est le thème qui convient, il faut le dire, ces criminels auraient essuyé tout au moins la résistance des autres forces armées de l'autre côté des frontières, ce qui n'était pas le cas. Mais cela ne nous décourage pas. Pour autant, nous savons que nous avons une armée mobilisée, des soldats debout, vaillants, prêts à défendre l'intégrité du territoire national en remplissant la mission que la nation leur a confiée, d'autant que le gouvernement, pour sa part, s'emploie à accomplir également sa part de mission. Et le meilleur hommage que nous puissions rendre à nos soldats, c'est déjà, pendant qu'ils sont là, leur garantir les meilleures conditions d'exercice de leur ministère. Donc, mettre les moyens à leur disposition, mettre les hommes qu'il faut à leur disposition. Et quand je parle de moyens, des moyens adéquats. Et Dieu sait qu'ils en ont de plus en plus. Et s'il advenait qu'ils viennent à perdre leur vie en défendant la patrie, le meilleur hommage encore que nous puissions leur faire, en gardant le souvenir de leur combat, de leur mémoire au chaud dans nos cœurs, c'est encore d'accomplir les devoirs que les lois et règlements nous imposent en direction de leurs ayants droit, notamment leurs familles et particulièrement leurs enfants. Et là-dessus, l'assurance que je voudrais vous donner, à la suite du courrier envoyé par le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la Défense nationale, c'est que les engagements de l'État seront honorés par la République, par le gouvernement, et c'est ainsi que nous devons fonctionner pour donner la garantie à tous ceux qui, au péril de leur vie, nous assurent la sécurité quotidienne, assurent l'intégrité territoriale, leur donner la garantie, disais-je, que la République sera toujours à leur côté, que le gouvernement il est mobilisé pour être à leur côté. Sur le plan social, malgré les nombreuses sensibilisations à l'endroit de la jeunesse, force est de constater que le phénomène de la cybercriminalité persiste dans notre pays. À la recherche du gain facile, beaucoup de jeunes continuent d'arnaquer et constituent ainsi une menace permanente pour la sécurité et la quiétude de nos paisibles citoyens. Les évêques du Bénin leur lancent, au nom du Seigneur, un appel pressant à la conversion et leur rappellent surtout que le bien mal acquis ne profite jamais. Ils invitent les éducateurs à divers niveaux, parents, aumôniers et accompagnateurs de groupes de jeunes à assumer leur pleine responsabilité et à œuvrer chacun selon son charisme et sa mission spécifique afin que des mesures urgentes soient prises pour sauver cette couche juvénile engagée sur le chemin de la perdition. Ils exhortent également les autorités compétentes à renforcer les dispositifs légaux et technologiques pour éradiquer ce phénomène tout en promouvant l'éducation numérique et l'utilisation responsable des technologies. Aux jeunes, les évêques du Bénin rappellent qu'ils sont la relève de demain, l'espoir et l'avenir de la nation. Par conséquent, ils les exhortent à choisir des chemins d'honnêteté, de travail, de dignité et à rejeter fermement les illusions du gain facile qui déshonorent et détruisent leur vie et leur avenir. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Trois citoyens chinois ont été condamnés en République démocratique du Congo à 7 ans de prison et à une amende de $600 000 pour exploitation minière illégale. Une première pour des étrangers opérant sans autorisation des autorités congolaises. Les accusés ont été interpellés début janvier avec 10 lingots d'or et $400 000 en espèces. Ils ont également été reconnus coupables de fraude, de blanchiment d'argent et de pillage. Leurs avocats annoncent leur intention de faire appel, affirmant que le jugement survenu mardi est injustifié. Les avocats des victimes, eux, saluent cette décision
la qualifiant d'avertissement pour les futures exploitations illégales en RDC. Ce verdict intervient dans un contexte de lutte accrue contre l'exploitation illégale des ressources minières en RDC, notamment dans le sud Kivu, une région où les violences des groupes armés est omniprésente. Au Mozambique, des centaines de partisans de l'opposition ont manifesté mercredi à l'occasion de l'investiture du nouveau président Daniel Chapo. Une forte présence de forces de l'ordre a été constatée dans les rues de la capitale Maputo pour contenir la manifestation. L'opposition conteste la victoire du candidat du Frelimo à la présidentielle d'octobre dernier. En ce moment, nous avons deux présidents. Nous n'accepterons pas le régime. Il y a un régime avec son propre président et il y a un président du peuple, Venancio Mondlane. Il y a aussi un président des armes. Comme vous le voyez ici, la police, les chiens, les gaz lacrymogènes pour chasser les gens d'ici. Daniel Francisco Chapo a prêté serment en tant que 5e président du Mozambique devant environ 2500 personnes devant l'hôtel de ville de Maputo. Le candidat du Frelimo a été déclaré vainqueur par la commission électorale avec 65,17% des voix contre 24% pour le chef de l'opposition Venancio Mondlane qui dénonce les irrégularités du scrutin en faveur du parti au pouvoir depuis 1975. En Tanzanie, une épidémie suspectée de Marburg a déjà causé au moins 8 morts dans une région isolée du nord. La situation pousse les communautés locales à adopter de nouvelles habitudes pour se protéger. Un habitant local explique comment les pratiques quotidiennes ont radicalement changé. Nous avons cessé de nous saluer en nous serrant la main, comme c'était la coutume auparavant. Désormais, nous nous saluons à distance tout en suivant les conseils des experts de santé pour nous protéger contre cette maladie. La maladie se transmet par contact direct avec les fluides corporels ou des surfaces contaminées. Avec un taux de mortalité pouvant atteindre 88%, la vigilance est de mise. Notons que l'absence de vaccin ou de traitement spécifique complique la lutte contre le virus. Celui-ci provoque de la fièvre, de la diarrhée et parfois des hémorragies graves. L'Organisation mondiale de la santé estime que le risque de propagation est élevé au niveau régional. La mission de l'Organisation des Nations Unies en Libye a demandé une enquête urgente sur les rapports d'abus et de torture de détenus dans les prisons libyennes. Cette requête intervient après la publication d'images de détenus maltraités et battus par des hommes en uniforme sur les médias sociaux ces derniers jours. La mission de soutien des Nations Unies en Libye s'est déclarée alarmée par les images inquiétantes qui circulent. Ces vidéos auraient été capturées dans le centre de détention de haute sécurité de Guernada, qui est géré par du personnel militaire sous le commandement du dirigeant Khalifa Haftar, qui soutient l'administration libyenne basée dans l'est du pays et rival du gouvernement reconnu par les Nations Unies à Tripoli. Bien que ces vidéos n'aient pas été vérifiées, la mission de l'ONU a déclaré qu'elles semblaient correspondre à des modèles documentés de violation des droits de l'homme dans les centres de détention à travers la Libye. Ces jours de vote ce jeudi au Vanuatu pour des législatives anticipées. Un mois après le séisme qui a frappé ce petit archipel du Pacifique Sud, les populations se rendent aux urnes afin de renouveler le Parlement dissous en novembre. Les députés avaient introduit une motion de censure pour renverser le Premier ministre Charlotte Salwey. Depuis des décennies, le Vanuatu est en proie à l'instabilité politique. Le pays a changé 20 fois de Premier ministre entre 1991 et 2017 et il a encore connu 3 chefs de gouvernement en un mois en 2023. Considéré dans le rapport annuel des risques mondiaux comme l'un des pays les plus vulnérables aux catastrophes naturelles, le Vanuatu est situé dans la ceinture de feu du Pacifique où les tremblements de terre sont fréquents. Le 17 décembre dernier, ce pays de 320 000 habitants a subi un séisme de magnitude 7,3 à 30 km de la capitale Port Vila, faisant au moins 14 morts et 210 blessés. Plusieurs routes et bâtiments ont été détruits selon les médias sur place.
Ces scènes de liesse se déroulent dans toute la bande de Gaza, comme ici à Dar el-Bala. Un cessez-le-feu aurait été trouvé entre Israël et le Hamas, selon des officiels du Qatar et du groupe militant palestinien. Tous les citoyens se sentent soulagés et heureux de la nouvelle de cessez-le-feu et nous espérons retourner dans nos maisons, nos villages et nos villes dès que possible. L'émotion est logique. Depuis le 7 octobre 2023, genèse d'un terrible regain de tension entre Israël et le Hamas, l'enclave palestinienne n'avait plus jamais connu la paix. Nous attendons ce bonheur depuis 1 an et demi. Personne ne peut ressentir le sentiment que nous éprouvons aujourd'hui, un sentiment indescriptible, indescriptible. Je veux retourner à Gaza, retourner à Shejaya, chez moi. L'accord intervient après des semaines de négociations au Qatar. Il prévoit la libération par étapes de dizaines d'otages détenus par le Hamas et de centaines de prisonniers palestiniens en Israël. Une équipe d'urgence est arrivée dans la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie, alors que la marée noire provoquée par 2 pétroliers dans le détroit de Kerch continue de se propager. Selon le ministre russe des situations d'urgence, plus de 155 000 tonnes de sable et de terre contaminée ont été collectées depuis le naufrage il y a 4 semaines dans ce détroit qui sépare la Crimée de la Russie. Tout d'abord, nous devons nous frayer un chemin jusqu'au vaisseau. La distance est considérable. Nous le ferons dans les prochaines 24 heures. Nous sommes littéralement en train de prendre une décision sur la manière de procéder, les forces et les capacités que nous utiliserons. Si nous réussissons, nous encerclerons le navire dans ce laps de temps. Les 2 navires ont fait naufrage lors d'une tempête dans le détroit de Kerch. L'un des navires a coulé tandis que le second a subi de lourds dégâts. Une personne avait perdu la vie et 26 membres d'équipage avaient été évacués selon les autorités russes. Le détroit de Kerch, crucial pour les exportations russes de céréales, sert également au transport de pétrole brut, de mazout et de gaz naturel liquéfié. Cette voie maritime mondiale permet de passer de la mer d'Azov située à l'intérieur des terres à la mer Noire. Le détroit de Kerch a été l'un des principaux points de conflit entre la Russie et l'Ukraine en 2014. Depuis 2011, l'équipe syrienne de football est contrainte de jouer ses matchs à domicile sur terrain neutre, les conditions sécuritaires n'étant pas optimales pour la FIFA. Si le pays participe bel et bien aux compétitions internationales, la fédération vise grand, faire venir des supporters étrangers dans les stades en Syrie. Mais pour y arriver, il va falloir relever un certain nombre de défis. En ce qui concerne les infrastructures, la majorité des stades ont besoin d'une maintenance. Beaucoup d'entre eux ont besoin de réparations. Le stade Faya a fait l'objet de rénovations financées par la Confédération asiatique de football, notamment la construction d'une annexe et le remplacement de la pelouse. Mais en effet, la plupart des autres stades ont encore besoin d'être entretenus. En plus des infrastructures, la fédération mise sur les matchs amicaux. Un programme de 6 matchs pour aider l'équipe nationale des U20 a été dévoilé avant la Coupe d'Asie prévue le mois prochain en Chine. Nous avons commencé ce camp d'entraînement il y a une semaine. La nouvelle administration a mis en place un solide calendrier de matchs amicaux. Grâce à Dieu, nous utiliserons ces matchs pour rattraper le temps perdu et entrer dans le tournoi en pleine forme. En Chine, l'équipe syrienne évoluera dans ses nouvelles couleurs.